tout colloque qui se respecte, nous allons lentement mais sûrement vers le crescendo que représente le moment philosophique. Alors nous avons eu le moment sociologique il y a un instant, qui a parfaitement préparé la table pour le moment philosophique. Donc, comme je le disais, Frédéric Worms, qui est professeur de philosophie contemporaine et directeur de l'École normale supérieure de Paris, n'a pas pu se déplacer pour être avec nous, mais il y a quelques semaines, nous avons eu un échange, lui et moi, sur Zoom, qui a été enregistré, édité, donc, en fait, la vidéo, je pense, durait 4h30, à la régie, on l'a réduit à, le temps de le dire, quelque chose comme 40 minutes. Le Director's Cut, en passant, là, la version longue là, du directeur sera disponible bientôt sur vos plateformes préférées. Mais pour l'instant, donc, c'est un grand plaisir pour moi. C'est pas vraiment un grand plaisir du tout parce que j'ai horreur de me voir à l'écran et de m'entendre. Donc, je vais quand même dire que c'est un grand plaisir pour moi. Ça a été un grand plaisir, en tout cas, de pouvoir échanger avec Frédéric Worms sur des sujets qui, alors pour mettre un peu la table, je pense qu'une des choses qui ressort de la communication que nous venons d'entendre et de l'échange, c'est que avec toute la réflexion tout à fait importante que nous menons sur des dimensions normatives entourant les données, quelles données, quelle confidentialité pour les données, la donnée, le bien commun. Il ne faudrait pas que la conception de la santé, parce qu'après tout on parle de données en santé, soit quelque chose qui soit un peu le résultat de forces qui nous échappent, que nous soyons à la fois capables de réfléchir aux données que nous voulons et à l'utilisation des données que nous voulons, mais également à la santé que nous voulons. Et c'est un peu autour de ces questions-là, un peu inévitablement mises dans le contexte de la crise sanitaire que nous venons de vivre et que nous vivons encore, que le débat, c'est pas un débat, la discussion entre Frédéric et moi a eu lieu. Donc, sans plus tarder, et en vous remerciant donc de votre attention pour cet échange, qui j'espère sera intéressant vendredi à 15h15, quoi de mieux que 40 minutes de discussion philosophique. Je demanderai donc à la régie d'entamer la vidéo. Frédéric Worms, merci beaucoup de vous être prêté à cet exercice. Nous aurions été ravis de vous accueillir en chair et en os parmi nous à Montréal, mais ce sera pour une autre fois. Donc, merci encore d'avoir accepté de participer à cette discussion, que je lancerai un peu de la manière suivante. Aussi bien dans votre pays qu'ici, nous sommes en train de sortir d'une période qui, je crois, doit susciter des réflexions sur la manière par laquelle nous gouvernons la santé dans des pays qui se veulent, grosso modo, des démocraties libérales comme la France, comme le Canada, le Québec. J'ai souvent été frappé par ce que je vois comme étant un déphasage de plus en plus grand entre ce que j'enseigne à mes étudiants lorsque je leur enseigne l'éthique médicale, où, depuis une cinquantaine d'années, nous sommes rentrés dans la phase du tout à l'autonomie. L'histoire qui est peut-être un peu simplifiée que nous leur racontons, c'est que pendant longtemps, la médecine était une pratique hautement paternaliste, où le médecin savait mieux, le patient se pliait à ce que son médecin et la relation était donc fortement asymétrique. Ça a été remplacé par un modèle du consentement libre et éclairé, du patient qui apporte à la relation clinique des éléments épistémiques tout aussi importants que le médecin, notamment sur sa propre conception de sa santé, de la manière par laquelle elle conçoit ce qui est important dans ses états de santé, chose que, évidemment, le médecin ne peut pas contribuer. Donc, on passe à une relation qui est beaucoup plus égalitaire. Au niveau de la santé populationnelle, il me semble que nous sommes ailleurs. Le paternalisme bienveillant de l'État est encore, je dirais, chez nous, je serais intéressé de savoir si c'est le cas chez vous, le paradigme dominant. De multiples pressions
milite pour qu'il en soit ainsi. Premièrement, contrairement à ce qui se passe dans le cas de la santé individuelle, la santé populationnelle implique toujours des tiers. Les choix que je fais de me faire vacciner ou non, d'accepter des restrictions sanitaires ou non, ont des impacts non seulement sur ma santé, mais sur celle de tiers. Et donc, la justification de l'intervention étatique semble être présente là où elle ne l'est pas dans l'éthique clinique, du moins à première vue. Bon, deuxièmement, alors qu'on peut dire qu'un individu, un sujet individuel a une conception de la vie bonne qui peut être injectée en quelque sorte dans la relation clinique, une société tout entière n'en a pas. Et donc, il est facile pour l'État bon, les autorités sanitaires de s'insérer en quelque sorte là où il n'y a pas de sujet unitaire pour définir ce qui devrait être la santé telle que nous la concevons dans la société. Bon, je crois que les pressions, et je terminerai là-dessus pour lancer un peu cet échange, les pressions qui viennent de l'émergence de l'IA, du machine learning dans le domaine de la santé, ne font qu'accentuer, contribuer à renforcer ces tendances. À la sortie de la pandémie, enfin espérons que nous en sommes presque sortis, ma propre vision des choses est que nous devons songer à des manières de démocratiser, le mot est bien grand et vague, notre manière de réfléchir à la santé populationnelle. Mais comment faire? Est-ce une bonne chose? Et si oui, comment faire? Ben, je voudrais vous lancer un peu là-dessus, Frédéric. Merci beaucoup, Daniel. J'espère que vous m'entendez bien. Et puis, merci aux organisatrices et aux organisateurs du colloque d'avoir accepté que je participe à distance et de m'avoir offert une manière de compenser la distance avec des conversations réelles en direct avec vous, même si elle ne me permettra pas forcément d'être en présence de la suite de la conversation pendant la session. Je suis très heureux d'être là. Merci aussi d'avoir introduit de cette façon la discussion que je suis très heureux d'avoir en partant d'une sorte de confrontation, de comparaison entre ce qu'on pourrait appeler, mais je ne vais pas justement le dire exactement comme ça, la santé individuelle et puis la santé populationnelle, qu'en France on appelle beaucoup aussi la santé publique. Je pense que c'est extrêmement important de partir de la comparaison. Et en effet, avec ce point de différence que vous avez déjà pointé, enfin de problématique entre le progrès de la bioéthique fondée sur la liberté, le consentement individuel, le respect de cette liberté dans le cas de l'éthique clinique du patient individuel et le problème que ça pose dans le cas de la santé publique ou populationnelle. Mais pour commencer, justement, moi, il me semble qu'en fait, il faut non pas chercher une solution du côté de la comparaison immédiate, mais plutôt en creusant la différence. En creusant vraiment, d'abord, dans un premier temps, la différence qu'il y a entre la santé individuelle, et justement, je ne sais pas si je parlerai de santé individuelle, je reprends cette précaution initiale, et d'un côté, et de l'autre côté, la santé publique ou la santé populationnelle. Moi, il me semble en effet, et finalement la crise de la pandémie va le confirmer, qu'il y a une différence majeure entre les deux. Et que cette différence majeure, en reprenant certains travaux que j'ai pu mener à titre personnel, certaines conversations aussi en France au sein du comité d'éthique notamment, cette différence majeure, je la prendrais d'un point de vue temporel d'abord. Au fond, il y a pour moi un chiasme, une différence très profonde entre la dimension individuelle et la dimension collective de la bioéthique. C'est que la dimension individuelle de la bioéthique, elle intervient, à mon avis, essentiellement dans le cas de la relation effective de soins, c'est-à-dire non pas tant de la santé que, je dirais, de la maladie, de l'épreuve de la maladie et de la décision clinique dans l'épreuve de ce qu'on pourrait appeler d'ailleurs la crise au sens médical du terme, la crise individuelle, le moment critique, le moment de la décision, justement. Le mot crise veut dire à la fois danger et décision, hein, dans cet entre-deux, et évidemment les décisions cliniques les plus importantes étant par exemple d'accepter ou de refuser un traitement, les questions aujourd'hui de fin de vie, les questions d'arrêt de traitement, enfin, un certain nombre de décisions, et toute décision d'ailleurs de participation ou non de l'individu à un processus clinique, quel qu'il soit finalement. Voilà, donc c'est cette question finalement sous le signe de la maladie ou en tout cas du corps, de l'expérience vitale individuelle. On est plutôt du côté du négatif, je dirais, de ce que
et de la crise, de ce que Canguilhem appelait le pathologique, justement par opposition à la santé, par opposition au normal. Et ici, l'individu est en effet normatif, décisionnel, il s'agit de son corps, etc. Qu'en est-il du côté de la santé publique? Et pourquoi est-ce qu'il faut, à mon avis, faire une différence assez profonde dès le départ pour comprendre pourquoi la question de la liberté y est aussi présente, mais d'une autre façon? D'une autre façon que la crise de la pandémie, à mon avis, loin de contredire, confirme, mais d'une manière paradoxale. C'est que la santé populationnelle, pour moi, la santé publique, justement, n'est pas du côté de l'expérience de la maladie qui est toujours individuelle. D'ailleurs, il y a une phrase célèbre de Paul Ricoeur que je cite pour ma part très souvent, qui dit que la souffrance est privée et la santé est publique. Ou la maladie, la souffrance est individuelle et la santé est publique. Mais c'est très profond. Ça veut dire, au fond, et quelle est la dimension la plus importante? C'est que la santé publique, la santé populationnelle et peut-être la santé tout court, car je ne sais pas si on peut parler de santé individuelle. La santé publique, c'est d'abord et avant tout la question de la prévention et de la dimension collective de la prévention. La dimension collective de la prévention des maladies qui seront toujours individuelles, finalement, dans leur expérience individuelle. C'est en effet vous et moi qui souffrons. Et pour moi, la question de l'éthique clinique, c'est jamais d'ailleurs seulement la question du consentement, c'est aussi la question de la subjectivité individuelle, de l'expérience individuelle de la maladie. Or, si on prend ce point très au sérieux, il faut à mon avis le prendre très très au sérieux, la santé publique relève avant tout des dispositifs collectifs de prévention des maladies, c'est-à-dire d'amélioration de la qualité de vie d'une société dans son ensemble, d'un point de vue qui n'est d'ailleurs pas exclusivement médical au sens étroit, mais qui comprend la qualité de vie au travail, dans les transports, un certain nombre de dispositifs de scientifiques et aussi sociaux de prévention. Si on prend bien cet aspect au sérieux, on va comprendre bien sûr qu'il y a une dimension de crise, mais qu'elle va poser un problème très particulier et qu'il ne faut pas l'oublier. Et la pandémie, de ce point de vue-là, nous a plongé dedans et a un peu faussé notre regard, d'une façon que j'ai précisée, mais que le premier problème politique de la santé publique, c'est d'engager la liberté, les libertés des citoyens dans les questions politiques de prévention des maladies et donc d'amélioration de la qualité de la vie en général et de l'empêchement des questions de maladies, hein, de toutes sortes, hein, y compris d'ailleurs liées à la pauvreté, à la faim, à la pollution, au climat aussi d'une manière très large. Et donc d'une certaine manière, et c'est là que je vous rejoins d'ailleurs, il me semble qu'il y a un autre point très, très important, c'est que la notion de santé renvoie à la fois, à mon avis, temporellement à la prévention, politiquement au collectif, et donc finalement beaucoup plus, et en effet, vous avez tout à fait raison, à une question non pas du bien individuel, mais de la justice collective. Et en effet, pour moi, la santé qu'en France on appelle publique, que vous appelez populationnelle, elle relève beaucoup plus des théories politiques de la justice que des théories éthiques du bien ou du mal individuel. Et elle relève quand même des théories du bien, non pas en tant que directement fondant la question de la santé juste, mais comme Rawls l'a montré d'une manière générale pour les théories de la justice, parce que la justice doit accorder aussi les différentes conceptions du bien qui interviennent dans les politiques de santé publique. Par exemple, est-ce que dans une politique de santé publique, on inclut telle ou telle mesure voilà, d'interdiction, d'empêchement de tel ou tel comportement concret. Là, on entre dans les conceptions du bien. Il va falloir les aménager dans une question de justice publique concernant la santé. Mais voilà, moi, mon point principal, c'est que, et c'est très important à mon avis, c'est que la question de la santé publique, et peut-être de la santé tout court, relève d'abord de la prévention et de la justice, et non pas du soin et du bien. Le soin effectif, le traitement aussi vont arriver en fin de course, et finalement à un moment où ben voilà, on relève plus de la maladie et de la souffrance individuelle que de la santé collective. Alors vous allez me dire, mais la pandémie nous a montré le contraire. C'est-à-dire qu'en réalité, la pandémie nous a plongé dans la santé publique par la crise, par le moment critique. Et de fait, de mon point de vue qui est assez canguilhémien, du nom du philosophe français Georges Canguilhem de la médecine, c'est vrai que la prévention a pour but d'éviter la crise,
par définition. Et dans la pandémie, d'ailleurs, on a évité certaines crises par des mesures d'urgence, c'est-à-dire on a suspendu des libertés individuelles majeures pour que quelques lits ne soient pas surchargés parce que ça faisait s'écrouler tout le système de santé publique d'un État. Mais cela même, c'est très révélateur. C'est que finalement, le moment de crise en santé publique, est précisément ce que doit éviter la politique de prévention en santé publique. Et je dirais alors même que, aussi grandes soient les mesures de prévention, on ne peut pas éviter toujours la maladie individuelle et même la mort individuelle. Et d'une certaine façon, c'est là qu'intervient l'éthique clinique avec la liberté, le respect de la dignité, le fait de ne pas nuire, quel que soit finalement. Enfin, il y a une vraie question bioéthique qui, en effet, progresse depuis la Seconde Guerre mondiale de manière très profonde. Mais du point de vue de la prévention, du point de vue des politiques de prévention, ben, le but, c'est d'éviter la crise collective telle qu'on l'a connue pour la pandémie. Et le fait, par exemple, que dans les différents pays, et puis après, je serai content de discuter de cette hypothèse avec vous, que je vous propose, le fait que dans les mesures d'urgence critique, collective, on soit amené à suspendre des libertés, qui nous a beaucoup choqués. Bien entendu que c'est choquant et ça contredit, et ça a même, en un sens, menacé assez profondément tous les progrès de la bioéthique, y compris en fin de vie en France. Les personnes qui décédaient dans les EHPAD en France, voilà, les personnes âgées notamment, qui n'avaient plus d'accompagnement, qui n'avaient plus le respect de leur dignité et celle des proches, etc. C'était très, très profondément perturbant. Et évidemment, le confinement, etc., les mesures de suspension des libertés. Et ces mesures de suspension des libertés font partie de ce que la prévention doit éviter, dans la mesure où elle évite, où les libertés doivent intervenir dans la réflexion sur la prévention et prévoir, et c'est le rôle des constitutions démocratiques aussi, les cas extrêmes où on doit les suspendre pour des raisons de santé publique. Mais ça doit être prévu, anticipé, normé, limité le plus possible, comme dans toute question d'urgence politique. Moi, je ne fais pas partie des philosophes, à mon avis, irresponsables, qui ont dit que la suspension des libertés en cas de crise de santé publique était un scandale absolu. Ça n'est pas plus un scandale absolu que dans aucune autre suspension, si et seulement si cette suspension est prévue par une politique juste de prévention qui rentre dans la politique juste d'anticipation, de droit en général. Par exemple, il faut éviter la guerre de la même façon qu'il faut éviter la crise. Et si une guerre juste arrive, c'est-à-dire si on est agressé de manière injuste, on doit accepter un certain nombre de suspensions de liberté dans un cas critique très étroitement défini en amont. Et donc, pour répondre à votre question, pour éviter cet écroulement des libertés individuelles ou cette suspension, cet écroulement que la pandémie a failli produire, cette suspension qu'elle nous a forcés à envisager, il faut évidemment mener une politique de prévention de santé, qui est la santé tout court. La santé, c'est la prévention collective, avec, dans cette politique de santé, un respect des libertés individuelles et collectives qui implique de nouvelles institutions, des institutions critiques, dans ces dispositifs de prévention qui vont être de plus en plus présents dans nos vies, qui vont impliquer en effet les data tels que vous les étudiez dans le colloque, qui vont impliquer des mécanismes populationnels extrêmement puissants, mais où on a le temps, puisqu'on est dans la prévention, d'inscrire de la démocratie, d'inscrire de la participation citoyenne, d'inscrire de la législation public, démocratique, d'inscrire du débat éthique et citoyen. Et donc, on a le temps parce qu'on n'est pas dans la crise. Et c'est pourquoi il faut faire une sorte de chiasme, mais je m'arrêterai là. Je dirais le comble de l'éthique individuelle, c'est dans les moments de crise. Mais au contraire, le point de fragilité de la santé publique, c'est les moments de crise, et c'est pourquoi il faut au contraire mettre l'accent du côté de la santé publique sur la prévention, mais dans cette prévention, pas seulement d'un aspect technico-scientifique, au contraire, dans une prévention, il faut inclure des questions de justice, c'est-à-dire du respect non seulement de la liberté de l'un, mais de la liberté de tous, la liberté des uns et des autres, et comment les rendre compatibles, mais c'est le problème de tout libéralisme politique, au sens classique, de toute politique de la justice, et la santé publique devrait être, à mes yeux, du local jusqu'au global, un véritable moteur de la justice. Et de telle sorte que
Une véritable philosophie, une véritable bioéthique devrait plutôt, et c'est assez audacieux ce que je propose, à la fois travailler sur une analogie, mais aussi sur une complémentarité de la santé publique et de la pathologie individuelle et de la souffrance individuelle, d'une éthique clinique d'un côté et d'une justice politique de l'autre, sans les confondre, mais sans les séparer. C'est-à-dire que la dernière erreur, ce serait évidemment de dire bah, c'est deux choses totalement différentes, totalement coupées l'une de l'autre. On voit bien que non, que la politique de prévention juste, elle doit permettre aussi la bioéthique clinique juste, c'est-à-dire parce que précisément, même dans le moment de crise, on aura anticipé que même dans le moment de crise, le plus possible et jusqu'au bout, il faut prévoir l'accompagnement individuel, le respect du patient, etc. Jusqu'au bout, comme dans une médecine d'urgence. Moi, je cite souvent aussi un médecin des services d'urgence en France qui a fait une thèse de bioéthique très importante et qui dit, même dans l'urgence, ben, moi, je respecte au moins un minimum le patient en lui expliquant ce qu'il se passe, etc. Donc, la question que j'ai ouverte par la question du temps, ça n'est pas secondaire à mes yeux. Je pense que la question du temps est au cœur de tout ça et que le problème de la santé publique, c'est d'articuler les différentes temporalités, la prévention la plus longue, avec, encore une fois, tous les nouveaux dispositifs qui peuvent devenir menaçants pour les libertés, mais qu'on a le temps d'organiser démocratiquement, et la question de l'urgence, avec ses spécificités propres, qui ne sont légitimes que si elles-mêmes ont été prévues. Car si on n'a pas prévu ou prévenu l'urgence, quand on ne peut plus la prévenir, encore faut-il la prévoir, et c'est le rôle du droit et de l'éthique en général. Donc voilà un peu l'angle que je voulais vous proposer et que je suis très heureux de discuter avec vous aujourd'hui. Alors, il y aurait tellement de choses sur lesquelles je pourrais vous relancer. Le temps étant trop court, j'en note deux. J'en note deux sur lesquels j'aurais été très heureux de vous entendre. Alors, une anecdote, au début de la pandémie, quand nous avons tous été rabattus sur nos ordinateurs pour donner nos cours, j'ai décidé que plutôt que d'éviter le monstre, j'allais offrir un cours sur les défis éthiques, philosophiques et juridiques que posait et qu'allait poser la pandémie, dont on devinait encore mal les contours. On ne savait pas exactement où on se dirigeait à 4 mois, disons, du début, 4-5 mois du début de la pandémie. Alors, ce qui est étonnant, c'est que, alors qu'on avait prévu toutes sortes de choses au niveau sanitaire, qu'on aurait peut-être bien fait de se rappeler au moment de cette pandémie-ci, les questions que vous avez soulevées, comment penser la question de la levée et ensuite de la restitution des droits et libertés, conditions qui doivent être en place pour que l'on puisse justifier que des droits et libertés soient limités, et quel est le processus par lesquels, c'est le côté qu'on a aussi tendance à oublier, quelles sont les conditions par lesquelles nous pouvons commencer à les restituer. Ça a été un peu l'élément manquant. Et bon, la première réflexion que je me fais, c'est que il ne faudrait pas que nous manquions l'opportunité à la sortie de cette pandémie pour remplir ce morceau manquant, c'est-à-dire de mettre en place non seulement des principes, mais également des institutions qui permettraient de faire une sorte de veille de l'opportunité, de la justification, jusqu'à quel point de la levée des droits et libertés. Une analogie, très rapidement après le début de la pandémie, notre Premier ministre ici au Québec, un homme d'affaires après tout, a mis en place une sorte de comité de sages sur la situation économique pour essayer de prévoir et de pallier aux conséquences économiques prévisibles donc de la restriction du travail, etc. en pandémie. Il y a eu des appels auxquels j'ai fait partie pour mettre en place une sorte de comité analogue sur la question des droits et libertés. Ça n'a pas été écouté, ça n'a pas été entendu, comme s'il ne s'agissait que d'une trivialité. Donc j'aimerais vous entendre un peu sur la forme que ça pourrait prendre, en espérant que nous soyons maintenant la pandémie est encore avec nous, on n'a pas encore officiellement déclaré la fin de la pandémie, mais que ce sont des moments, disons, de relative accalmie, plutôt qu'en crise, que nous allons pouvoir réfléchir à ces questions-là. L'autre question qui a trait peut-être moins aux droits et libertés qu'à la prise en charge démocratique de certaines décisions. Bon, une des choses qui m'apparaît claire en réfléchissant à la pandémie, c'est que certains choix sanitaires que nous avons faits
n'ont pas été présentés comme étant des choix. On les voit maintenant comme étant bon, nous avons décidé, par exemple, bon, il semblerait qu'il va y avoir cette année et l'an prochain une augmentation de 25% de morts dues au cancer, dû au fait que nous avons bon, retardé des dépistages de routine dans bon nombre de cas. Euh, on en a beaucoup parlé ici, mais on n'a pas fait grand-chose sur la question de la santé mentale, les coûts en termes de santé mentale, de l'isolement, des personnes de toutes sortes de catégories de personnes, des personnes âgées. On en a beaucoup parlé dans les EHPAD, ce que nous appelons chez nous les CHSLD, les centres hospitaliers de soins de longue durée, mais également des adolescents qui ont été isolés à une époque où leur développement semblerait exiger une socialisation assez intense, découverte de la sexualité, etc., etc. Ces choix-là ont été, je dirais, dissimulés comme étant des nécessités. Il fallait évidemment, pour sauver les lits dont vous avez parlé tout à l'heure, il semblait qu'il y avait des réponses qui étaient données par les faits et qui n'étaient pas en fait qui ne relevaient pas du choix. Une question à laquelle je crois que nous allons devoir réfléchir à la sortie de cette crise a trait donc d'abord à la question des droits et libertés et à la manière par laquelle nous pouvons, de manière peut-être plus systématique, plus réfléchie, penser à la levée, à la restitution de ces droits et libertés, mais également à quoi pourrait ressembler la prise en charge démocratique de ces choix qui, à la limite, ont été présentés comme n'en étant pas. Alors peut-être sur ces deux questions, j'aurais envie de vous entendre développer un peu davantage. Merci beaucoup. En fait, je pense que ces deux questions n'en font qu'une, d'une certaine façon, c'est-à-dire, en réalité, euh, les choix de santé publique peuvent porter aussi bien sur des sujets, disons, sanitaires, des arbitrages populationnels, des arbitrages de choix de santé, et ça, qu'il y ait crise ou non, hein, c'est toujours le cas en santé publique. Vous pouvez mettre un budget dans telle ou telle maladie ou dans telle ou telle autre. Il y a toujours ce que Michel Foucault décrivait comme des moyens finis pour une demande infinie. Donc il faut toujours faire des arbitrages, évidemment, mais la situation de crise nous en a fait faire là. Nous, je dis nous collectivement en tant que citoyens d'une démocratie, enfin, a fait faire à nos démocraties des choix en urgence et sans discussion démocratique, mais ça vaut aussi pour les libertés publiques. Donc, ce n'est pas seulement des arbitrages, disons, intrasanitaires, des arbitrages d'allocation de moyens pour telle ou telle pathologie et donc telle ou telle mort, finalement, par opposition à telle ou telle autre, ou telle vie, d'un côté, et les arbitrages entre la santé et la liberté. Donc, on voit bien d'ailleurs que la santé publique comporte des arbitrages intramédicaux et des arbitrages entre des choix médicaux et d'autres dimensions de la vie publique. Et d'ailleurs, c'est nécessaire et c'est important de le penser comme ça. Et ça va jusqu'aux politiques climatiques. Bien sûr qu'il y a des arbitrages à faire entre l'économie et le climat, parfois. Voilà, donc ce sont des arbitrages très compliqués, au bout duquel il y a toujours, parce que moi je me repère toujours par rapport à ça, il y a toujours des vies et des morts concrètes. C'est vrai que il y aura certainement des victimes un jour, non seulement des choix sanitaires faits en pandémie, vous avez cité la santé mentale, le cancer, mais même des choix économico-politiques. Il y aura des victimes aussi. Là, les tests scolaires sont très, très inquiétants. Voilà, des victimes indirectes à très long terme. Donc, au bout du compte, on arrive toujours à ces arbitrages de vie ou de mort. Et d'une certaine façon, au fond, moi, ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, on n'a plus le droit à l'erreur. Dans le moment de l'urgence, et une urgence, en effet, qui n'avait quand même jamais été anticipée à ce point-là. Bien sûr, il y avait eu, moi j'avais même fait partie en France d'un comité d'éthique au moment de la grippe aviaire. Donc voilà, il y avait eu des scénarios pandémiques, mais il se trouve quand même que là, on sort d'une première fois. On sort d'une première grande crise qui, en un certain sens, a été déjà terrible, mais qui aurait pu être bien pire. Hein. Si le virus, par exemple, était en effet immédiatement mortel pour tout le monde, y compris les enfants et les jeunes. Et voilà, donc il y a eu quand même une sorte de crise terrible avec beaucoup de morts, mais en même temps pas la pire absolue qu'on puisse imaginer. Bon, mais cette crise donc a quand même été suffisamment grave pour qu'il y ait des choix que vous avez rappelés, aussi bien de liberté publique que d'arbitrage sanitaire, qui ont été pris en urgence sans procédure démocratique suffisante en tout cas, dans les régimes, disons, de l'exception.
On n'a plus le droit de faire ça. On n'a plus le droit à l'erreur, c'est-à-dire qu'en effet, on devrait être aujourd'hui obsédé par l'idée de la prévention, dans la prévention non seulement de la recherche technique, scientifique, mais de la prévention démocratique, c'est-à-dire de la préparation des arbitrages, des décisions. Et d'une certaine façon, voilà, c'est à ça qu'il faudrait absolument réfléchir aujourd'hui, et du contrôle démocratique, même de la prévention technique, parce qu'en tant que telle, on voit bien qu'elle n'est pas le seul sujet de la santé publique. La santé publique suppose toujours d'abord, peut-être même d'abord, la justice dans la répartition des moyens disponibles et dans la recherche. Et évidemment, la justice, ça consiste aussi à financer la recherche médicale. Hein. Ce n'est pas du tout par opposition à la recherche médicale. Donc, et global, et l'accès aussi global aux traitements existants. Donc, la vraie question, c'est donc, en effet, nous devrions être obsédés aujourd'hui par l'anticipation de cette prise en charge des choix, par l'anticipation de ces choix, et pas seulement par la précaution scientifique et technique. Et dans cette anticipation, il faut un surcroît de démocratie. De ce surcroît de démocratie, il veut dire quoi? Il veut dire non seulement l'anticipation des mesures d'urgence, le contrôle démocratique, le débat parlementaire qui est fondamental, c'est le législateur qui décide, et l'anticipation des participations citoyennes. Et par participation citoyenne, j'entends pas seulement ce qui me paraît quand même important, moi, des conventions citoyennes, des comités de vigilance, des comités d'experts, mais l'ensemble de tout cela, y compris finalement dans les secteurs non médicaux. Il faut des comités d'éthique médicale, il faut une participation citoyenne globale, mais il faut aussi réfléchir secteur par secteur. Comment est-ce qu'on va faire des arbitrages dans le domaine de l'éducation? Et là, il faut en effet préparer en consultant, parce que dans l'urgence, ça s'est quand même pas très bien passé, quelles sont la manière de concilier les priorités politiques et vitales des humains dans une société démocratique, dans le domaine des relations avec les proches, dans le domaine du deuil, dans le domaine du travail, évidemment. On a aujourd'hui déjà oublié les inégalités face à la santé qui nous ont tous frappés, les professions en première ligne, en deuxième ligne, en troisième ligne, etc. Donc toutes ces questions doivent être anticipées avec la prise de parole des personnes, ce qui est très important parce qu'on sait bien que dans la santé publique, même si j'ai dit, et je pense que ce n'est pas une question en strict individuelle, et vous l'avez évoqué vous-même, hein, c'est une question où le tiers compte beaucoup, mais malgré tout, pour protéger les autres, il faut des choix individuels. Il faut mettre le masque, faut ne pas sortir, il faut respecter les règles. Donc il y a évidemment une question de l'implication des individus qui, elle aussi, se prépare. Et c'est pourquoi, d'une certaine façon, et qui se prépare avec le respect de la liberté. C'est pourquoi il y a une sorte d'inversion. Dans l'épreuve de la maladie individuelle, on doit me demander mon avis dans l'urgence. Dans l'épreuve de la santé publique, on doit me demander mon avis avant, dans le temps de la préparation. C'est-à-dire, je dois comprendre les priorités, pourquoi ça me bénéficie aussi. Parce que le sentiment de la justice, moi je l'ai dit de ma manière pendant la pandémie, le sentiment de justice, c'est la seule justification pour nous faire des comportements qui peuvent en effet nous paraître individualistement injustes. C'est-à-dire, voilà, pourquoi est-ce que je n'ai pas le droit de sortir? Ben oui, mais si je sens que la privation de cette liberté a été préparée de façon juste, est en effet le seul moyen justifiable de sauver des vies, je l'accepterai. Si au contraire on me l'impose ou si on n'a pas discuté en amont et si ça me paraît être de l'arbitraire, ben, ça va être beaucoup plus dur et le contre-coup va être très violent. Donc je pense vraiment que le contre-coup de la pandémie de 2020, et dans laquelle nous sommes encore à un degré moindre que l'urgence, le contre-coup doit nous obliger à une anticipation. Et qu'on n'a plus le droit d'être pris totalement au dépourvu. C'est très bien d'être pris au dépourvu, mais ça n'est plus. La deuxième fois sera beaucoup moins acceptable s'il y a une deuxième fois, ce que je n'espère pas. Hein. Mais s'il y a une deuxième crise globale d'urgence, voilà, le côté quand même assez fort de l'acceptation de la première fois va éclater la deuxième fois et on peut craindre vraiment que la violence, que le refus soit grand. Et donc voilà, je ne comprends pas moi que les politiques de justice ne soient pas plus grandes.
qu'on n'exploite pas avec ce souci premier de justice les moyens techniques de prévention dont les données font partie, évidemment, et qui, au lieu de devenir des instruments de contrôle, devraient devenir des objets de discussion publique en amont dans la prévention et dans le souci de justice. Peut-être une dernière question parce que le temps file. Pardon, oui, je suis un peu Non, long. mais tout ce que vous dites est passionnant. On n'aurait pas assez de 2 heures. Euh, Comment maintenir alors, il me semble, dans mon interprétation de ce fait quand même un peu bizarre que nous ayons consacré au moment du SRAS et de la grippe aviaire des ressources considérables pour produire des rapports très costauds qui ont presque été oubliés quelques années plus tard, au moment où nous avons vécu cette crise sanitaire. Je me suis permis une interprétation psychologique de cet oubli, qui est que, au fond, tout comme les individus dans leur vie de tous les jours, les politiciens ont une sorte de résistance à gouverner en fonction de la catastrophe. Tout à fait. Hein, la prévention dont vous parliez au tout début de vos interventions en santé populationnelle, en santé publique, a trait à la surveillance populationnelle, elle surveille des indicateurs qui peuvent nous faire penser, par exemple, que nous sommes devant une montée potentielle de taux de diabète ou d'hypertension, des conditions graves, mais pas des conditions qui relèvent de la catastrophe. La catastrophe est quelque chose dont nous voulons, en quelque sorte, écarter notre regard. Il est frappant, et je ne sais pas si c'est la même chose en France, mais il y a eu, au moment où, bon, ça s'est passé très vite, autour du mois de février ou du mois de mars de cette année, notre ministre de la Santé, de manière très solennelle, a annoncé à la population que le masque et le passeport sanitaire, donc qu'il fallait utiliser encore il y a quelques mois pour entrer dans les lieux publics, feraient partie de notre vie pour l'avenir envisageable. 6 semaines plus tard, il apparaissait devant la population avec un sourire aux lèvres, disant qu'on allait qu'on allait abolir donc le recours au passeport sanitaire et que nous allions graduellement éliminer les restrictions sanitaires telles que le port du masque dans les transports publics, euh, sans expliquer, sans expliquer à la population qu'est-ce qui a fait qu'en 6 semaines, on ait senti que la situation se soit suffisamment, enfin que notre lecture de la situation se soit suffisamment rétablie pour pouvoir permettre ce genre de geste. Comment faire pour que l'appareil démocratique au sens large, c'est-à-dire qui comprend aussi bien les institutions officielles que la démocratie de la société civile, garde cet objet en vue sans en faire une névrose? Alors, c'est évidemment le grand sujet effectivement, vous avez tout à fait raison, de la prévention de la catastrophe et du risque et de la mort en général, hein, évidemment, qu'on refoule euh, par principe, en fait. Hein. Je disais même récemment que vivre consiste à refouler la mort, c'est-à-dire déjà à y résister, mais aussi à la masquer au sens presque psychologique ou psychanalytique du terme refoulement. Oui, bien sûr, c'est la grande question. Je pense que cette question, malgré tout, elle est bousculée aujourd'hui par des crises qui sont durables chez nous où le climat, par exemple, est pour moi un grand problème de santé publique. Et donc, d'une certaine manière, la question de la prévention ne cesse d'avancer. Où on peut dire aussi que la crise sanitaire qui recule un petit peu laisse une marque très profonde, notamment dans la crise morale des systèmes de santé. Lise Langlois a beaucoup travaillé aussi, c'est-à-dire la désertion morale, la souffrance morale des soignants qui se traduit dans une crise sanitaire à bas bruit dans les personnels de santé, dans les hôpitaux, en France de manière très profonde et j'imagine au Québec et au Canada également. Et toute la question, c'est évidemment de montrer que ces crises sont bien là, ne sont pas finies, qu'elles sont durables. Et évidemment, moi, je vois une réponse supplémentaire à cette persistance du danger, et donc à ne pas baisser la garde en quelque sorte. Au contraire, construire toutes les dimensions de la prévention, y compris sociale et politique. Mais je crois justement, en ajoutant ce point, il faut évidemment que la santé ne soit pas seulement de l'ordre médical. Hein. Il faut évidemment que la prévention comprenne toutes les dimensions de la justice sociale sous le signe de la santé. Et de ce point de vue-là, je crois vraiment que la question clé, c'est la question de voir dans la prévention un facteur de progrès.
C'est-à-dire que s'il s'agit juste d'éviter la mort, je pense effectivement que le refoulement l'emporte et que malgré tout, dans la crise qui revient, on dira bah, vous ne nous avez pas préparés, vous ne nous avez pas avertis, vous nous refaites le coup de l'urgence, le coup de la crise. Donc on sait très bien qu'on ne peut pas se le permettre. Mais d'un autre côté, la prévention ne peut pas être juste un refoulement de la mort, justement. La prévention doit être vraiment présentée comme un progrès. Or là, il y a vraiment beaucoup à faire. C'est-à-dire quels sont les politiques aujourd'hui sont quand même en effet chargées sont prises d'une manière générale et pas seulement sous le signe de la pandémie, entre le fait d'éviter la catastrophe et le fait sous ce signe de permettre néanmoins des progrès. Donc je crois effectivement qu'il faut des politiques claires de progrès, des politiques qui se donnent des indicateurs clairs de ces progrès, des moyens clairs de ces progrès. Par exemple, de mon point de vue, je dirais une sorte de fiscalité minimale, de souci des biens communs, du contrôle démocratique, de véritables outils quand même, où santé publique ou populationnelle se donnent les moyens politiques et sociaux de ces opérations. Il est très clair que sinon, je crois que dans le monde entier, c'est vers ça qu'on va. Il faut effectivement une politique de justice d'ensemble. Et je crois qu'on n'en a pas fini avec la question de la justice. C'est ça la vraie réponse, bien entendu. Et donc, mais un vrai sentiment, pas du tout, moi je ne crois pas du tout à un état sanitaire ni global, ni local, ni mondial, encore moins mondial. Mais quand même au fait que les crises sanitaires, y compris climatiques, permettent de mettre en place des dispositifs précis, minimaux, de progrès de justice pour tous, je crois que ça, c'est à ça qu'il faut s'atteler. Non pas à une sorte de fantasme de... Encore une fois, le mot santé est trompeur. Hein. Le mot santé peut nous faire croire à une sorte d'état médecin de haut en bas. Pas du tout. Le mot santé, c'est des dispositifs minimaux de prévention, mais dans tous les domaines. Et donc, qui font avancer, en effet, la connaissance aussi, parce qu'il faut que les citoyens soient informés. On a bien vu qu'un problème majeur de santé publique, c'est l'ignorance non seulement des uns et des autres, mais entretenue, l'ignorance entretenue, comme on dit aux États-Unis aussi, les sciences de l'ignorance entretenue, qu'il faut des sciences sociales, il faut de la parole, il faut du langage, il faut de l'art, de la littérature. Et donc pas seulement de la prévention au sens voilà sortez couverts voilà euh, euh, prenez le masque, non, c'est pas seulement prenez le masque, mais c'est cultivons-nous les uns les autres. Si je peux ajouter un dernier mot à cet échange qui va devoir malheureusement se terminer, de mettre l'accent sur quelque chose qui a été un fil d'Ariane à travers vos interventions, qui est que la justice ne soit jamais absente. Exactement, Une très des très choses important. qui me semble, chez nous certainement, une insuffisante prise en compte de l'impact et du fardeau très différent que les mesures que nous avons mises en place imposaient à différentes catégories d'individus. Et qu'une partie de la réflexion qui doit être menée doit être faite sous le signe du fait que nous sommes en quelque sorte tous solidaires les uns des autres à travers ces crises sanitaires et que nos réponses à ces crises sanitaires doivent tenir compte et doivent tenter d'intégrer la justice distributive, non pas seulement aux dispositifs que nous mettons en place pour assurer la santé populationnelle dans des conditions normales, mais également dans des situations de crise. Ne jamais oublier le fait Tout à que fait. les réponses que nous donnons dans l'urgence vont avoir des impacts. Le confinement n'est pas la même chose pour quelqu'un qui habite dans une région très densément peuplée de la ville, dans des conditions sanitaires qui sont déjà difficiles, et pour une personne qui vit dans une banlieue cossue, qui peut se confiner tout en ayant accès à des espaces verts, etc. Donc, des questions sur lesquelles nous pourrions continuer à discuter pendant des heures, que nous n'avons Si vous malheureusement permettez pas. un Mais mot, encore, j'ajouterai à oui, justice le mot progrès, parce qu'en en fait, la médecine nous donne des critères assez clairs du progrès. On peut être sidéré, terrifié, catastrophé par le fait que l'espérance de vie, là, vous avez vu les nouveaux chiffres sur l'espérance de vie aux États-Unis, hein, elle a baissé de façon dramatique. Et donc, en réalité, pandémie peut-être, et pas seulement. Donc, voilà, retrouvons un critère clair des progrès concrets des humains dans le fait d'une qualité de vie et d'une espérance de vie améliorée. Et c'est vrai que personne n'est à l'abri de ces grandes baisses et de ces grands progrès possibles pour tout le monde.
En espérant que nous allons pouvoir continuer ces échanges de vive voix et en personne, que ce soit de votre côté de l'Atlantique ou du mien. Je vous remercie infiniment de votre générosité et votre disponibilité. Nous allons devoir mettre fin à l'échange maintenant et à très bientôt, j'espère. Merci à vous et à toutes et à tous. Et pardon de ne pas être là en personne, mais merci de m'avoir permis d'être là quand même entre personnes avec vous et avec tout le monde. À bientôt. Et j'espère également que vous aurez apprécié le fait que, pour ne pas être trop désorienté, j'ai choisi de porter la même chemise pour la vidéo et pour vous parler aujourd'hui. Alors, le programme prévoit que je vous sois imposé encore pendant une dizaine de minutes, n'est-ce pas? Oui. Et donc, il est 4h moins 10, un vendredi après-midi. Vous avez déjà presque 2 jours, ceux d'entre vous qui avaient été là depuis 9h hier, de colloque dans le corps. Je vais utiliser mes 10 minutes pour raconter une blague à teneur philosophique, une anecdote également à teneur philosophique, et en espérant en tirer quelques leçons, mais leçons non, quelques thèmes pour nos discussions futures, autant aujourd'hui que par la suite. J'espère que ce colloque aura été l'occasion d'ailleurs d'ouvrir des questions plutôt que de les clore. Alors la blague est une blague qui n'est en fait pas très drôle. Mais j'ai le rêve, avant la fin de ma carrière, d'enseigner un cours qui est entièrement basé sur des blagues. Parce que les blagues me semblent être très proches de la philosophie parce qu'elles révèlent parfois des choses qui ne nous apparaissent pas toujours, mais qui devraient nous apparaître des côtés absurdes de la vie auxquels nous devrions tourner notre regard. La blague que j'ai maintenant beaucoup trop... je l'ai beaucoup trop préparée, alors elle sera encore moins drôle qu'elle aurait été si je l'avais tout simplement racontée. Et la suivante, certains d'entre vous la connaissez sans doute, c'est l'histoire d'une personne, d'un bon samaritain qui fait son chemin comme le font les bons samaritains et qui voit sur son chemin une personne à 4 pattes en train de toute évidence de chercher quelque chose sous un réverbère, sous une lumière. Et il lui demande vous avez perdu quelque chose, est-ce que je peux vous aider? Oui, j'ai perdu mes clés, c'est une catastrophe si je ne les trouve pas. Alors il se met, le bon samaritain, à 4 pattes pour essayer de les trouver. Après quelques minutes, ils ont fait vraiment le tour du petit terrain là, sur lequel ils sont, et le bon samaritain dit donc à la personne qu'il essaye d'aider on a vraiment fait le tour, on a regardé partout, vous êtes sûr que vous les avez perdus ici? Et le gars répond non, je les ai perdus là-bas, mais ici il y a plus de lumière. Je pourrais la redire, là, simplement pour que le pas... Non, c'est bon? Hein? T'as déjà une question? Oui, ben 14 minutes. Juste à cause de la blague? Non, pas pour la blague. L'anecdote est la suivante. Ce qui m'a amené, l'événement qui a en quelque sorte précipité le fait que je devienne, que je m'intéresse aux questions d'éthique et de politique publique liées à la santé, est dû à un événement un peu fortuit, comme très souvent dans la vie. On m'a demandé, sans que ce soit vraiment quelque chose qui soit au programme, en 2004, je crois, de devenir le premier éthicien et par la suite le premier directeur du Comité d'éthique de la santé publique du Québec, qui avait été créé par une loi du gouvernement du Québec qui prévoyait donc que le gouvernement du Québec allait se doter d'un comité d'éthique de la santé publique et donc qui allait disposer de certains... Il fallait qu'il y ait un avocat, il fallait qu'il y ait des membres du public, il fallait qu'il y ait des gens du personnel de la santé publique et il fallait qu'il y ait un éthicien. Et donc, c'est à moi qu'on a demandé d'être l'éthicien. Et dans le mandat du comité qui allait être créé, qui existe toujours, quoique sa forme institutionnelle a été un peu modifiée, il fait maintenant partie de l'Institut national de la santé publique, il était requis, donc, le directeur général de la santé publique pouvait faire des demandes au comité d'éthique pour des avis sur toutes sortes de questions, mais il était obligatoire que le comité d'éthique se prononce sur le plan de surveillance socio-sanitaire nationale du Québec, qui donc allait être déposé quelques mois plus tard. C'était la seule chose qu'il était absolument obligatoire que le comité fasse, de se prononcer, donc d'émettre un avis sur le plan de surveillance socio-sanitaire du Québec. Alors, donc, quelques semaines après que j'ai accepté donc de relever ce rôle, ne sachant pas exactement, je dois l'avouer, avec 18 ans de recul, en quoi allait consister un plan de veille, de surveillance socio-sanitaire du Québec, on nous a remis une grosse pile de papier
sur lequel étaient listés des centaines, voire des milliers d'indicateurs qui allaient être colligés pour donc effectuer cette veille socio-sanitaire. De savoir exactement par quel chemin adopter donc un regard éthique sur cette pile d'indicateurs me semblait être quelque chose de très compliqué, jusqu'à ce que je me rende compte qu'essentiellement, dans cette masse d'indicateurs qui allait vraiment qui touchait à peu près à toutes les dimensions de la vie possible et imaginable, il y avait une conception de la santé qui se travaillait. Quand on mettait ensemble tous ces indicateurs, c'était en quelque sorte une conception de la santé qui était en quelque sorte latente, mais une conception de la santé qui n'était pas l'objet d'une réflexion mûrement réfléchie, peut-être démocratiquement débattue, etc., mais qui était tout simplement le reflet des données dont on disposait. Donc, la vie éthique qu'on a déposée consistait à dire que on pourrait peut-être faire un peu mieux. C'est-à-dire, plutôt que de se laisser guider par les données dont on dispose en faisant plus ou moins l'hypothèse que ça va donner lieu à une conception de la santé qui est acceptable, on devrait peut-être un peu faire le chemin inverse également. Évidemment, les données dont on dispose sont une matière précieuse, mais ils ne peuvent pas se passer d'une sorte de réflexion préalable sur ce que l'on veut que la santé soit. Je vous rappellerai ceux qui étaient là hier, lors de la toute première présentation de Matthew Jones. Ça remonte à loin, là, ça peut sembler comme si c'était il y a 4 ans et demi, mais c'était juste il y a 29 heures à peu près, où il avait une sorte de 2 flèches qui allaient dans... Je n'utilise pas PowerPoint, donc il va falloir que je fasse comme ça avec mes doigts, mais 2 flèches qui allaient des données vers la sagesse et de la sagesse vers les données. Et très souvent, on a l'impression que ça va être dans le sens des données vers la sagesse que ça va se passer, qu'en travaillant les données, la sagesse va apparaître. Or, il faut déjà que l'on sache pas mal de choses et que l'on ait beaucoup réfléchi pour faire parler les données. C'est un peu ça que j'ai écrit dans mon rapport, là, il y a 18 ans. Je ne sais pas ce que ça a donné, d'ailleurs, si la pratique a été énormément changée. Donc, la blague et l'anecdote, jusqu'à un certain point, et je crois que c'est également quelque chose qui ressort de la discussion que nous avons eue avec Frédéric, et qui, je crois, est peut-être la clé de voûte des discussions que nous avons autour de la notion de confiance. C'est qu'il y a potentiellement un élément manquant dans notre manière de concevoir ce qu'il nous faut pour établir la confiance de la population devant les gestes que nous posons dans le domaine de la santé publique, que ce soit au niveau de la manière par laquelle des décisions sont prises, qui sont data-driven, etc., des décisions qui sont prises dans un contexte socio-sanitaire. C'est tout bêtement que les gens, je crois, ont le droit de sentir qu'ils sont partie prenante des décisions qui se prennent. Peut-être pas eux-mêmes, peut-être pas individuellement, je terminerai dans 2 minutes. Peut-être pas individuellement, mais que les institutions représentatives, les institutions démocratiques dont nous disposons ne soient pas mises de côté lorsque vient le moment de déterminer la conception de la santé sur laquelle nous voulons bâtir nos politiques de santé publique, lorsque émerge la question de savoir, encore une fois, comme le disait Frédéric, en amont, il faut l'espérer, des crises plutôt que lorsque nous sommes en crise, mais comment allons-nous collectivement réfléchir à la question de savoir sous quelles conditions nous allons limiter les droits individuels que nous prenons pour acquis et sous quelles conditions allons-nous les restituer? Quels sont les indicateurs qui nous permettront de dire là c'est bon, on peut commencer à se retrouver entre nous? Ces questions-là peuvent sembler techniques, elles sont en fait des questions qui soulèvent, je crois, le débat démocratique, mais qui sont souvent présentées comme étant des questions purement techniques. Je terminerai sur quelque chose qui a été pour moi une révélation. Je dirige avec un collègue à McGill un projet pan-canadien sur l'hésitation vaccinale, donc dans la période de la crise. Nous avons fait des sondages et des focus groups. Nous avons tenté de comprendre pourquoi les gens hésitaient à se faire vacciner. Et donc, l'hésitation vaccinale a eu des phases différentes pendant la pandémie. Dans la première phase, on était autour de 7 ou 8 % de la population adulte qui hésitait ou qui refusait de se faire vacciner.
vaccinés. Là, maintenant, on est ailleurs. Là, on est dans les 40% de la population qui n'ont pas reçu leur troisième vaccin, etc. Mais donc, on cherchait à comprendre un peu les motifs du refus. Bon, la première chose qu'on a découverte, et ce n'est pas étonnant, c'est que les représentations médiatiques qui sont données des gens qui refusent ou qui hésitent par rapport au vaccin, que ce sont des complotistes, etc., correspondent à une petite marge de la population au Canada, peut-être beaucoup moins qu'aux États-Unis, mais que ce n'est pas quelque chose de systématique. Ce qu'il y a, c'est un manque de confiance. Ce qu'il y a, c'est un manque de confiance. Les gens ne font pas confiance. Et ce n'est pas non plus nécessairement une question d'analphabétisme scientifique. C'est tout simplement le fait que les institutions, de la perception des gens qui hésitent à se faire vacciner, n'ont pas fait suffisamment pour mériter la confiance citoyenne. Et très rapidement arrivait également le point que personne ne nous a jamais demandé notre avis. Je crois qu'il y a là des leçons à tirer et qui touchent à toutes les questions qui ont été abordées dans les 2 dernières heures, mais également de manière générale dans ce colloque, qui est que nous devons démocratiser, je crois, et trouver des manières concrètes de penser la démocratisation. Des questions liées aux données, dont nous avons beaucoup parlé, mais également à notre manière de concevoir la santé. Quelles sont les priorités que nous voulons nous donner dans cet objet complexe, multiforme qu'est la santé? Il nous faut imaginer, je crois, des instances qui nous rendront capables à la fois donc de délibérer sur ces questions d'une manière qui évidemment fait intervenir le discours expert, mais pas uniquement le discours expert, également la voix du public démocratique, et par cela peut-être augmenter et rendre plus stable et plus durable le lien de confiance qui fera de sorte que les gestes que nous poserons dans le domaine donc, de cette nouvelle horizon qui se présente devant nous et que le big data et l'intelligence artificielle dont elle sera un des principaux véhicules, des nouveaux horizons d'action sanitaire qu'ils nous permettront. J'ai perdu la syntaxe de cette phrase, mais j'espère que vous voyez où je voulais en arriver. Et sur ce, je m'arrête. Donc, bienvenue à la toute dernière séance, c'est promis, du colloque international « Les données numériques en santé, peut-on bâtir la confiance et préserver le bien commun qu'est la santé ?» Ce colloque, pour rappel, a été organisé par l'OBVIA, donc l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique, et s'est tenu ces 17 et 18 novembre 2022 à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec à Montréal. Donc moi, je m'appelle Oriane Morier, comme ça a été dit. Je suis journaliste technoculturelle et je suis aussi fondatrice de l'entreprise de communication Humanitech. Je suis également chargée de projet en intelligence artificielle, puis je vais apporter un nouveau point de vue, qui est un point de vue journalistique, sur tout ce qui s'est dit. Puis, je vais être la modératrice de cette vidéo, puisque ça va être une vidéo de synthèse. Donc, en gros, tout au long de ces 2 journées, on a eu le plaisir d'entendre des présentations, des panels sur les opportunités puis les enjeux des données de santé. Et vraiment, l'objectif de cette séance, c'est de synthétiser les grandes idées qui ont été exprimées lors des 4 volets du colloque, donc vraiment successivement, et de le faire sous la forme d'une vidéo de synthèse, de vulgarisation qui va être par la suite librement accessible à tous. Donc, moi, j'étais là-bas, puis j'ai pris des petites notes pendant tout le colloque que j'ai, traduites en questions et que je vais poser à mes comparses ici présents. Donc, avec moi, pour m'aider dans cette tâche, j'ai donc Jean-Noël Nikiema, professeur à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Salut. Antoine Boudreau-Leblanc, étudiant en doctorat à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Pierre Legros, étudiant en doctorat en droit, donc il nous vient de France, Université Côte d'Azur. Et Doriane Etienne, étudiante au doctorat en sciences cliniques et biomédicales à l'Université Laval. Donc, naturellement, dans nos efforts de vulgarisation, on va simplifier certaines idées. Donc, j'espère que les auteurs ne vont pas nous en tenir rigueur, puis au contraire y voir un hommage à leur pensée.
Donc peut-être pour commencer par le commencement, si on revient, donc je vous ramène en fait 48 heures en arrière presque, donc pour le premier volet qui était intitulé « Les données de santé, une ressource précieuse à protéger et préserver », donc on a vraiment analysé des concepts clés liés à la mise en valeur des données numériques en santé. On s'est posé des questions comme qu'est-ce que c'est que des données en santé, comment elles sont produites, quelle est leur valeur, à quoi elles servent, puis est-ce qu'elles peuvent être facilement utilisées. Puis j'aimerais qu'on reformule un peu les principales idées. Puis pour commencer, Dorian, j'aimerais te poser la question, est-ce que tu pourrais donner une définition simple, ça c'est pas simple, de qu'est-ce que c'est qu'une donnée en santé, puis l'accompagner d'exemples? Et là, on s'en est rendu compte durant les 2 jours que la donnée, finalement, elle est plus complexe. La définition simple, en tout cas pour le citoyen ou le patient, ce serait juste mes données d'examen, voire les données je vais retrouver dans mon dossier médical. Excellent, merci. Et du coup, Jean-Noël, est-ce qu'on parle toujours de la même chose quand on parle des données de santé, là, quand on utilise cette expression? Comment ça se passe? Alors, la réponse la plus rapide, c'est non, on ne parle pas de la même chose. On ne parle pas de la même chose parce que c'est difficile à définir. Hein. Comme Dorian l'a dit, elle a donné une définition telle que certains l'ont véhiculée tout au long du colloque, mais aussi parce que son contenu, on ne sait pas toujours ce que c'est très flou en termes de données, parce qu'on peut vous présenter une information, vous n'êtes pas sûr que c'est une donnée de santé, là. Donc, et à côté de toutes ces données, nous avons les données extérieures qui ne peuvent pas être indiquées du doigt comme étant des données de santé, mais qui en ont quand même une forte odeur. Donc, il y a plein de choses qui sont autour dans l'univers, mais qui ne peuvent pas être désignées clairement comme des données de santé. Excellent, merci. Donc, on a vu, notamment avec l'intervention de Matthew Jones, qu'il y avait des fausses idées quand même quand on parlait de données de santé, puis qu'en fait, il y avait aussi des vraies idées. J'aimerais adresser cette question à Antoine. Quelles sont les fausses idées autour des données de santé, puis en fait, qu'est-ce qu'elles sont vraiment? Oui. Ah, vous m'entendez? Oui. Les données, essentiellement, c'est un véhicule. Donc, une des choses qui est peut-être une fausse idée autour des données, c'est que c'est la réalité en tant que telle. Non, une donnée, c'est juste un véhicule, c'est un construit, c'est un bâtiment, si on veut, humain, qui permet de véhiculer une impression qu'on a sur la réalité. Donc, on a essayé d'encapsuler un bribe de la réalité, un modèle, une image de la réalité, puis on l'a fait cheminer. Mais comme n'importe quel construit, comme n'importe quel véhicule, il peut avoir des défaillances. Il peut y avoir donc des biais, souvent on appelle ça des biais systématiques, qui s'introduisent à l'intérieur. Mais reste que le véhicule est très utile. Donc, pour essayer de comprendre la réalité, essayer de la décomposer, c'est fort utile, mais reste que donc c'est un objet, un élément qu'on a construit pour nous aider à mieux comprendre le monde. Pour donner des petits exemples, on a parlé notamment beaucoup des Premières Nations durant le colloque à quelques moments, puis notamment certaines différences qui s'inscrivent avec l'histoire dans la collecte de données par rapport justement aux communautés puis au développement des systèmes de santé qui sont un peu parallèles entre systèmes québécois et des communautés autochtones. Donc ça, c'est des biais systématiques qu'on voit à l'intérieur des données. Et donc, quand on fait les analyses de la chose, bien évidemment, on reproduit ces biais qui étaient préexistants à l'intérieur de notre jeu de données. Donc, les données ne sont pas une réalité en tant que telle, juste une image de certains éléments qu'on a réussi à ressortir. Excellent, merci. Donc maintenant qu'on a un petit peu posé des définitions, qu'on a essayé de démystifier, puis de briser des préjugés autour des données de santé, je voudrais poser cette question, je pense, assez simple, mais finalement, en fait, à quoi ça sert, les données de santé, Pierre? Alors, la donnée de santé, elle peut avoir beaucoup d'usages et beaucoup de finalités. Si on prend l'exemple simplement de la pandémie, par exemple, elle illustre beaucoup d'usages qu'on peut faire des données de santé. D'abord, améliorer le soin. Faut-il ou non vacciner la personne? A-t-elle des contre-indications médicales au vaccin? La donnée de santé, elle peut aussi améliorer la recherche. Comment obtenir le meilleur vaccin? Quelles sont les meilleures molécules? Mais elle peut aussi améliorer l'organisation des politiques publiques en matière de santé. Peut-on ou non sortir? Faut-il ou non garder le masque? Garder la distanciation sociale, etc. Benoît Dostie avait énormément parlé de la valeur en fait, des données de santé. Donc, on l'a vu avec ces applications-là que tu viens de décrire, Pierre. Effectivement, il y a une certaine valeur qui est donnée aux données de santé. Et puis, oui, parce qu'elles permettraient de me soigner. Mais
comment est-ce qu'on mesure généralement cette valeur, Doriane ? Alors, c'est vrai qu'une donnée, conceptuellement, quand on y pense avec son cerveau, là, c'est difficile de la mesurer. Mais le système de santé fait que la donnée, elle est finalement approchée par une valeur de coût. C'est ce que ça va coûter pour l'avoir, par exemple, le matériel médical pour faire une prise de sang, ou ce que ça va coûter en personnel. Donc, c'est comme ça que, pour l'instant, le système appréhende la donnée. Et ce que ça va peut-être pouvoir permettre de faire, là, c'est qu'on va pouvoir exploiter d'autres données avec la recherche pour pouvoir avoir, je pense, plus d'informations, par exemple pour la prévention, ce genre de choses, si on a peut-être une autre approche maintenant avec l'intelligence artificielle de la donnée en dehors de cette valeur de coût. Eh bien, c'est une excellente transition puisque, en fait, lors des interventions, on a eu Yves Terra qui nous a parlé de façon un petit peu plus technique de la façon dont, avec l'intelligence artificielle, avec des algorithmes, on pouvait exploiter en fait ces données-là, puis en tirer la valeur. Est-ce que, Pierre, tu pourrais revenir sur justement cette explication technique, puis la résumer, la synthétiser, bien sûr. Comment on peut exploiter les données pour en tirer de la valeur avec des algorithmes ? Alors, face au constat de la massification des données de santé, le traitement algorithmique de ces données apparaît comme nécessaire et fondamental. Et l'IA a notamment percé dans le secteur de la santé depuis 2017 avec des innovations sur la détection des maladies, notamment en radiographie par exemple. Mais l'IA elle a aussi ses limites. Par exemple, elle peut avoir des biais humains comme techniques. C'est aussi une simple série de calculs algébriques. Ça peut être monotâche, etc. Et donc, il y a une importance dans la science ouverte pour développer justement des IA plus robustes, notamment grâce à l'accès aux données, à la publication de résultats négatifs sur des IA qui fonctionneraient mal, pour permettre de rebondir et améliorer les dispositifs qui existent. Excellent. Donc, justement, c'est cette science des données, cette utilisation de l'intelligence artificielle, la recherche avec les données de santé, c'est quelque chose qui est très poussé dans les universités. On pense au CHUM, on pense à l'université Laval, etc. Mais ma question, c'est est-ce que ces systèmes de santé-là, les hôpitaux, les cliniques, est-ce qu'ils sont prêts, en fait, à bien gérer ces données de santé ? Et puis, c'est une question que j'aimerais bien poser à Jean-Noël. Alors, il y a deux réponses possibles. Premièrement, oui, parce qu'avec les données que nous avons actuellement, on essaye quand même de faire quelque chose de bien. Là, il y a eu des exemples avec la Covid, ils ont pu presser le citron, avoir du jus et puis nous donner quelques informations, avec certainement beaucoup de difficultés. Mais bon, on peut presser du citron pour avoir du jus, pour avoir du zeste, c'est beaucoup plus compliqué rien qu'avec les doigts. Donc, on a à un niveau, mais pour avoir un processus accéléré de l'acquisition, de la manipulation de la donnée actuellement, il reste encore des efforts à faire au niveau du réseau de la santé. Donc, un travail d'harmonisation parce qu'on n'est pas tous numérisés de la même façon. Il y a du papier qui circule, il y a des scans qui circulent. Donc, ça demandera un travail, il y aura un besoin de personnel à l'intérieur pour améliorer tout ça. Donc, il y a encore des discussions, des échanges, des bons coups qui ont été développés, etc. Mais on a encore beaucoup d'efforts à faire pour gérer optimalement la donnée comme ce qu'on espère. Excellent. Puis peut-être une dernière question pour refermer cette synthèse sur le premier volet de ce colloque. C'est tout simplement... Maintenant qu'on a, que Jean-Noël a exprimé justement les défis qu'on peut avoir pour bien gérer les données dans les systèmes de santé, qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour permettre au système de santé d'être plus mature dans l'utilisation de ces données-là ? Est-ce que Antoine, tu voudrais prendre cette question-là ? Oui, je vais continuer parce que c'est quand même une grande question. Puis pour réussir à avoir une vision globale sur l'ensemble de l'organisation, je vais continuer avec ma même petite métaphore de l'automobile. Donc, une des choses qu'on a mis de l'avant, c'est effectivement, il faut qu'il y ait beaucoup de techniques à l'intérieur de ça. Il faut que notre automobile fonctionne quand même, sinon ça ne va pas fonctionner. Mais aussi, il faut avoir un pare-brise. Donc, il faut se doter quand même d'une vision. Si notre système est mature, il va avoir un beau pare-brise pour voir qu'est-ce qui est en train de se passer. Puis aussi, il va y avoir un conducteur à l'intérieur. Un véhicule sans conducteur, ça ne va pas très loin. Donc, en pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Là, on en a parlé de plus en plus de participation citoyenne, de gouvernance démocratique. Donc, c'est un peu ça, le pare-brise, le rôle des citoyens, de nous aider à avoir une vision très prospective sur l'avenir, d'essayer d'avoir une idée de qu'est-ce que ce système-là, pour être mature, qu'est-ce que ce système-là devrait devenir. Donc, ça, c'est notre pare-brise, la vision prospective.
Mais aussi, on a besoin d'avoir un leadership fort, donc un capitaine du bateau, si on veut, qui est bien désigné, avec des procédures, des politiques bien transparentes, pour qu'on sache comment que l'automobile est en train de fonctionner, donc comment que notre institution mature fonctionne. Voilà. Merci. Le deuxième volet du colloque était intitulé « L'encadrement des données de santé, quelles sont les conditions nécessaires pour bâtir la confiance ?» S'intéressait en fait aux principes qui encadraient les données de santé pour susciter la confiance du personnel soignant, des patients, puis de leur famille également. Puis les outils en fait, de santé qui utilisent des données sont construits et puis même co-construits. On utilisait ce terme-là pendant le colloque à plusieurs reprises, donc par et avec différentes parties prenantes. Et ça sert vraiment à encadrer la gestion de ces données de manière éthique, puisque c'est ça aussi le principe, que ce soit fait de manière éthique. Les questions qui ont été posées durant, on va dire, ce deuxième volet, ça a été par exemple quel encadrement on prévoit pour le déploiement de systèmes d'intelligence artificielle en santé, comment on utilise les données de santé de façon éthique et responsable, sur quelles valeurs les décideurs doivent-ils s'appuyer pour légiférer. Puis pour commencer, j'aimerais bien qu'on questionne justement la nécessité de l'encadrement des données de santé. Tout à l'heure, on a parlé de la définition des données de santé en général, puis c'était de façon un petit peu, on va dire, technique. Là, j'aimerais bien qu'on revienne sur une définition un peu plus juridique. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un renseignement personnel en santé? Parce qu'on a utilisé cette terminologie-là également. Puis pourquoi la gestion de ce type de renseignement, en fait, doit être encadrée? Puis ça, je vais adresser ça à Pierre. Alors, comme l'a évoqué Pierre-Luc Désiel, un renseignement personnel sur la santé, c'est d'abord un renseignement personnel, donc une information relative à une personne physique qui permet de l'identifier directement ou indirectement, et donc qui porte sur sa santé. La santé est largement entendue, elle comprend la santé physique, mais aussi la santé mentale. La nécessité d'encadrer le traitement de ces données, c'est notamment le droit à la vie privée, qui, par extension, comprend le droit à la protection de ces données, mais c'est aussi la limite du traitement des données de santé, puisque les données de santé, elles sont entre le privé et le public. Et donc, pour permettre le partage à l'échelle publique de ces données, il faut questionner ce droit. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller vers, par exemple, un méta-consentement qui permet de donner un consentement pour plusieurs recherches pour traiter les données de santé, ou est-ce qu'il ne faudrait pas envisager éventuellement un autre encadrement pour le partage, tout simplement pour ces plateformes? Pour justement aboutir à un encadrement qui est éthique puis efficace des données de santé, une chose qui est revenue pendant le colloque, c'est qu'il faut le faire dès le début. Puis c'est ce qu'on appelle l'éthique dès la conception, ou ethic by design en anglais. Et du coup, j'aimerais bien revenir vraiment sur cette définition, puisque ce que Jean-Gabriel Ganassia en avait dit, assez justement, une façon très imagée, c'est quoi en fait l'éthique dès la conception, Doriane? C'est vrai que quand on entend intelligence artificielle, on pense tout de suite aux dérives qu'elles peuvent engendrer dans la conception. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir encadrer éthiquement, dès le début de la conception, l'innovation responsable, j'ai envie de dire, ou même la création de l'innovation tout court. C'est penser vraiment l'éthique en amont, pendant et après le processus. Parce que je pense que c'est important aussi. Là, on est tous en train d'apprendre comme les intelligences vont apprendre. Et donc, toutes les réflexions qu'on a eues aujourd'hui sont importantes à intégrer, je pense, même aujourd'hui et hier, dans les processus de conception des innovations. Merci. Annabelle Cumin avait été revenue vraiment sur des exemples assez concrets de projets en dégageant des facteurs en fait, concrets de succès de projets utilisant l'intelligence artificielle, puis utilisant les données de santé. Et j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur ces facteurs-là. Quels sont-ils, Antoine ? Oui, une des choses qui était intéressant de rementionner à ce niveau aussi, c'est beaucoup les systèmes apprenants ou d'essayer d'apprendre. On a parlé de la co-construction, donc on a parlé aussi du avant, pendant et après. Donc, un des critères de succès dans le type de système qu'on est en train de parler, ça se bâtit autour de la confiance. Il y a un certain ressac qui peut se faire si on érode la confiance graduellement, pas vite, à cause que le leadership ou l'institution en tant que telle s'éloigne des perspectives citoyennes. Donc, d'intégrer
un processus de dialogue, un dialogue ouvert sur des questions de fond et de forme également, mais aussi surtout de fond. Tout le long du processus, donc avant, pendant et après, c'est dans les conditions, les critères de succès là, de ce type de système-là. Et ça, bon, quand on parle de fond et de forme, c'est également au niveau des valeurs, des principes fondamentaux qui orientent le système, mais aussi sur son cadre légal. Donc, c'est une des choses qui avait été amenée, mais également sur certains critères d'évaluation du système, donc a posteriori, quand les choses vont être mises en branle. Donc, c'est des outils, ou du moins des pistes d'action sur lesquels on devrait impliquer les citoyens et qui font en sorte qu'il y a une certaine confiance qui peut se bâtir, là, parce qu'on leur donne un petit peu le contrôle sur leur perspective et la perspective du système qui est mis en œuvre. Merci. Tu as parlé de implication des citoyens, puis ça c'est une des choses qu'on voit beaucoup dans la co-construction. Alors ça n'implique pas que les citoyens, hein, on parle vraiment d'implication de toutes les parties prenantes quand on construit des outils qui utilisent des données de santé. J'aimerais bien qu'on s'arrête un petit peu justement sur cette notion de co-construction. Comment est-ce qu'on peut susciter l'intérêt puis amener les parties prenantes en fait à travailler ensemble pour en fait la gestion puis la valorisation des données de santé afin justement de faire de la co-construction? Jean-Noël? Alors, si on veut susciter, c'est parce que certainement, il y a beaucoup de réticence à vouloir co-construire. Et dans les débats qu'il y a eu, en fait, ce qui est mis en avant, c'est une incompréhension par ignorance, je vais dire ça comme ça, où en fait, le message n'est pas transmis à tout le monde au bon moment. Donc, une des pierres angulaires qui a été présentée, c'est celui d'informer pour qu'il y ait la participation pour la définition du besoin et de la raison de l'utilisation et de la valorisation de la donnée, avec aussi le besoin d'avoir cette information tout au long de comment on a utilisé la donnée, qui l'a utilisée, pourquoi ça a été, quel est le résultat obtenu et surtout quel est l'impact pour que chacun se sente concerné par tout le processus. Merci. Et donc justement, quand dans ce processus-là, les parties prenantes sont vraiment pas d'accord, il faut quand même qu'on arrive à quelque chose, non? Donc, comment est-ce qu'on gère les divergences d'opinion dans la co-construction de solutions qui utilisent les données de santé? Est-ce qu'il y a des mécanismes, des processus qu'on peut mettre en place justement pour amener ces parties prenantes, même si elles ne sont pas d'accord, à avancer ensemble vers la co-construction d'une solution pour le bien commun, justement? Antoine? Oui, il y a certainement des tensions qui vont se créer. Il y a une diversité de perspectives, on s'entend toujours autour de la table. Peut-être qu'on a une tendance des fois à mettre beaucoup l'accent sur les tensions, c'est un problème à régler. Une des, on va dire, des pistes de solution là, un petit peu générales, c'est d'essayer de cibler les points plutôt de convergence qu'il y a entre les personnes. Donc, on parlait notamment d'alliance, entre autres, hier. Donc, c'est des fois plus facile d'essayer de stimuler la conversation là, autour des points de convergence, de synergie. Et là, de partir de ce point-là, donc de partir de ce qui nous rassemble et de construire graduellement là, un pas vers le futur. Donc, ça, c'est on va dire, des mécanismes un peu généraux qu'on pourrait mettre de l'avant. Donc, tranquillement rassembler les gens autour de points qui leur sont convergents, de construire, de bâtir et donc, tranquillement, pas vite, peut-être dénouer certains problèmes, certaines tensions qui sont plus périphériques en ayant recruté d'autres ressources qui permettent de créer un habitat nécessaire pour dénouer certaines tensions. Voilà. Lors de son intervention, Nancy Gros-Louis avait évoqué en fait des façons pour notamment les Premières Nations, les peuples autochtones, des principes qu'ils mettaient en place pour permettre justement la meilleure gestion de leurs données de santé. Puis j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu dessus, puis en fait qu'on réfléchisse à quels sont les modèles que les Premières Nations peuvent nous apporter en fait en termes de gouvernance des données de santé pour mieux nous aider à développer des outils qui gèrent mieux en fait les données de santé. Puis ça c'est une question que je voudrais bien poser à Doriane. Donc la présentation d'hier était super intéressante parce qu'on a vu qu'il y avait un système à deux vitesses, un système de santé qui évoluait en parallèle finalement pour les Premières Nations. Et puis eux, ils ont eu toute cette réflexion vraiment sur l'utilisation des données. Et donc, ils utilisent vraiment ce qu'ils appellent rien sur moi, sans moi.
Donc j'ai trouvé ça très intéressant et c'est vrai que là on est à un tournant où on doit vraiment se demander qu'est-ce que je veux faire de ma donnée de santé. Et eux, ils y ont un peu réfléchi, voire beaucoup réfléchi. Et donc ils utilisent par exemple le principe PCAP. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est par exemple la propriété, le contrôle et l'accès de la protection de la donnée, mais ils utilisent aussi, ils ont pensé la donnée avec les principes FAIR, qui permettent un peu de rendre la donnée compréhensible et accessible aux différents systèmes. Et puis, ils utilisent aussi ce qu'on appelle le principe CARE, qui va permettre de tirer un bénéfice collectif de la donnée, par exemple. Merci. Donc ça clôt vraiment le deuxième volet, en fait, qui a été abordé pendant la première journée de colloque. Je vous ramène maintenant à ce matin, donc on se rapproche de la fin. Donc ce volet était intitulé « Le citoyen puis ses données de santé, une responsabilité sociale partagée ». Et ce troisième volet du colloque faisait vraiment en fait, la part belle à tout ce qui est implication de la société civile dans la gestion, dans la gouvernance des données de santé. Les questions qu'on a abordées, c'était par exemple, est-ce que le partage des données est socialement accepté aujourd'hui ? Est-ce que la démocratie sanitaire est fonctionnelle ? Est-ce que les agences subventionnaires ont un rôle à jouer ? Puis ma première question, elle va porter sur les conditions de la confiance des citoyens, des citoyennes en vue du partage des données de santé. Est-ce que, en fait, les citoyennes et citoyens partagent facilement leurs données ? On a parlé d'une initiative qui était le baromètre Cyrano-Obvia, qui donne en fait une réponse à cette question-là. Est-ce qu'on peut présenter synthétiquement ce baromètre, puis donner ses principaux résultats, Antoine ? Oui, essentiellement, l'idée d'un baromètre, c'est vraiment important, c'est vraiment intéressant. Il y a plusieurs institutions qui font ce genre d'exercice, donc de décrire, de faire la cartographie, la mosaïque des préoccupations, des perceptions des gens au Québec, au Canada, etc. Là, ça donne un bon pouls de qu'est-ce qui se passe et de savoir, donc, d'un point de vue critique, là, comme citoyen, comme institution, où qu'on en est, puis est-ce qu'il y a certaines mécompréhensions, méperceptions des choses, ou en fait, à l'inverse, des bonnes préoccupations qu'on n'avait pas réalisées comme décideurs publics et d'aller de l'avant avec des nouvelles politiques ou des choses comme ça. Notamment, donc, pour répondre concisement à la question, oui, au Québec, on partage quand même beaucoup nos données, mais on pense qu'on est très prudent à partager nos données. Donc, peut-être qu'on a l'impression qu'on partage moins les données que c'est quoi qu'on fait. Et il y a certaines institutions auxquelles on fait plus confiance que d'autres, évidemment. Ces institutions-là, c'est surtout les professionnels de la santé, pour probablement un lien de proximité qu'on a avec ces professionnels-là, et aussi les universitaires, donc probablement pour l'idée du bien commun derrière le fait de la recherche, mais les entreprises, donc PME, mais aussi plus les GAFAM, là, les grands de ce monde, on est beaucoup plus réticents à partager des données avec ces acteurs-là. Voilà. Merci. Donc, lorsqu'on parle de bâtir la confiance, c'est qu'on part quand même du présupposé qu'il y a une certaine méfiance. S'il faut bâtir la confiance, c'est qu'il y a une certaine méfiance. Puis, il y a effectivement certaines applications qui suscitent des oppositions en fait, citoyennes, des citoyens. Et par exemple, l'application Alerte Covid qui avait été mentionnée par Esli Osman-Liu. Est-ce que, Dorian, tu pourrais, pour contexte, nous réexpliquer un petit peu de quoi il retournait, puis pourquoi cette application a suscité de l'opposition et de la méfiance? Donc, l'idée de cette application était simple, surtout en contexte pandémie, c'était pouvoir savoir avec qui on avait été en contact et si la personne avait eu la Covid ou pas. Et ça a suscité de la polémique, parce que c'est du traçage numérique. On peut se demander si ça ne vole pas un peu notre liberté individuelle dans la protection de nos données, justement. Et donc, c'est pour ça que ça a soulevé des mécontentements chez les citoyens, parce que on se sent un petit peu regardé, observé à la loupe, surtout en contexte où on veut avoir quand même un peu de lien social, alors qu'on était enfermé chez soi avec des masques, à respecter des consignes sanitaires. Donc, du coup, il y avait déjà toute cette pression des gouvernements. Et puis, une deuxième vient s'ajouter le traçage numérique. Donc, voilà. Ça
encapsule bien le contexte, effectivement. Puis maintenant qu'on a proposé un exemple concret de méfiance qu'on peut avoir à l'égard d'un usage de données de santé, ma question, c'est comment on peut le dépasser? Jean-Noël, comment on peut dépasser cette méfiance-là pour inciter à justement partager pour le bien commun? Alors, ça va revenir à la même réponse que j'avais donnée pour la co-construction, c'est celui d'avoir l'information. C'est les études qui ont été présentées qui donnaient cette information de façon très claire. La majorité des gens étaient prêts à partager leurs informations s'ils savaient pourquoi, s'ils en connaissaient le bénéfice, s'ils ont été informés en avant. Et ce qui était important aussi, c'est de savoir que les gens s'intéressaient à la sécurité autour de ces données, savaient comment l'organiser. C'était une préoccupation pour ceux qui vont la capturer, qui vont la réutiliser. Et rien que cette impression suffisait à volontairement vouloir donner sa donnée pour que ce soit analysé. Excellent. La prochaine question, elle va prolonger cette question-là. Et l'idée, c'est que pour co-construire, pour respecter justement aussi la volonté des citoyens dans la façon dont on utilise leurs données de santé, mais il faut simplement les impliquer, puis les inciter à participer à des projets d'encadrement des données de santé. Mais comment est-ce qu'on fait ça pour les inciter à participer, Pierre ? Alors, l'initiative citoyenne, elle ne va pas d'elle-même, elle n'est pas innée, il faut la construire par des modalités. Et ces modalités, elles sont graduelles. Cécile Petitgrand en a évoqué 4 notamment. Certes, l'information, il faut évoquer pourquoi est-ce qu'on traite les données, à quelle finalité, mais aussi vulgariser, parce que les notions elles sont parfois très techniques. Il faut aussi écouter les individus, quels sont leurs besoins, quels sont leurs avis sur le traitement des données. On a par exemple en Europe un sondage qui avait été fait, qui avait donné plus de 6000 contributions. Donc une fois qu'on leur propose la solution de contribuer, on peut avoir un vrai engagement des individus. Justement, cet engagement il peut aussi être mis en place, par exemple, par des évaluations participatives, donc construire les critères d'évaluation et ensuite résoudre cette évaluation. Et enfin, on peut impliquer directement les parties prenantes et les citoyens dans la création et la co-construction des solutions techniques. Merci. Je vais faire référence maintenant à ta présentation avec Émilie Dionne. Donc, ce qui a été fait, c'est que lors du développement en fait, d'outils numériques qui utilisent des données de santé, on peut se poser la question de est-ce que ces systèmes-là s'appuient sur des cadres théoriques qui en fait protègent, encadrent justement l'utilisation de ces données-là. Et puis, vous avez fait une étude là pour justement essayer de dégager ce qu'il en était. Est-ce que tu pourrais nous résumer un petit peu cette étude ? L'idée, c'était vraiment d'avoir une vision de comment les innovateurs finalement s'appropriaient tout ce qui avait été fait par les chercheurs, notamment pour guider l'implication des citoyens, développer une application, je veux dire, responsable dans le sens où je pense à impliquer toutes les parties prenantes, je pense à l'environnement, ce genre de choses. Et donc, c'est ce que font les principes FAIR, par exemple, où l'innovation responsable, les cadres de l'innovation responsable développés par Pascal Lehou prennent en compte tous ces éléments-là. Et donc, l'idée, c'était de voir si, en tant que moi, innovateur, j'ai une idée, est-ce que je pense à utiliser ces principes-là. Et on s'est rendu compte que on a l'idée, mais même si on est un chercheur et qu'on a toute la littérature, l'accès à la littérature, on est dans notre projet et on n'a pas forcément le temps de penser à toutes les choses qui peuvent nous aider à mieux développer les innovations, à mieux penser les choses, à mieux intégrer les citoyens dans la participation de nos outils. Lors du colloque, on a vraiment mis la participation citoyenne au cœur en fait, d'une valeur dans la construction des outils utilisant les données de santé. Et j'aimerais bien revenir un petit peu là-dessus, c'est-à-dire, en tant que chercheur, pourquoi c'est important? Quels sont les bienfaits d'avoir une participation en fait, citoyenne pour justement construire ces données-là? Puis quels sont les défis également? Antoine?
Oui, d'abord, pour faire peut-être une petite blague aussi, c'est un des plus grands buzzwords des universités. Donc, on a parlé d'interdisciplinarité, de transdisciplinarité, mais aussi c'est un immense chantier là, dans les travaux méthodologiques, là, en recherche, action, sciences collaboratives. Mais pour entrer plus en précision là, par rapport à la question, un des éléments, en fait, des nécessités d'intégrer les citoyens, d'intégrer, on va dire, le non-universitaire, donc les personnes qui sont dans la société puis qui œuvrent, c'est notamment pour essayer d'aller chercher une plus grande sensibilité d'analyse, une plus grande sensibilité sur les choses qui se passent. Donc, il y a plusieurs avantages par rapport à ça, notamment par rapport à cette sensibilité-là de la réalité, mais aussi pour introduire un certain processus de confiance, donc de développer, de bâtir la confiance avec les citoyens par rapport à la recherche, par rapport au développement des connaissances, par rapport à l'information en tant que telle. Donc, de ne pas impliquer les citoyens, ou du moins de cloisonner la recherche au niveau des milieux universitaires, fait éroder avec le temps, d'une certaine manière, la confiance que les citoyens ont avec l'expertise. Au niveau des défis, évidemment, il y en a plusieurs. C'est une des raisons pourquoi je disais d'entrée de jeu que c'était un chantier méthodologique. Notamment, c'est que ça vient briser un peu le cadre classique des disciplines. Donc, d'impliquer, ou du moins de se situer à l'extérieur du cadre classique de l'expérience, d'avoir tous les aléas de la vie quotidienne, des différentes perspectives qui émergent, ça rend la chose difficile. Puis, un des plus grands défis que j'aimerais mentionner, c'est aussi de réaliser le après l'étude, donc au moment où que le chercheur sort de cette relation avec le citoyen, la vie continue. Et souvent, ça, c'est une des choses les plus dures à concilier. Donc, si on a bâti la confiance avec le citoyen durant tout le processus, le fait de se retirer, il ne faut pas non plus que ce soit un moment de perdre justement cette confiance qui a été bâtie. Donc, il y a plusieurs défis, là, plusieurs étapes dans le processus de collaboration. Merci. Le quatrième et dernier volet du colloque qui est intitulé donc, « La donnée de santé au sein d'un système public de santé, un bien commun ?» mettait en lumière des débats historiques, sociaux, philosophiques, en fait, autour de l'usage des données de santé. Puis on abordait des questions importantes comme quel rapport qualitatif ou quantitatif on a entre le soin et les données, ce que nous avons vécu pendant la crise sanitaire doit-il être considéré comme anormal ou bien est-ce que c'est une nouvelle norme? Puis la première question que j'aimerais poser à Pierre, c'est les données comme bien commun, mais est-ce que ces données-là, si c'est un bien commun, est-ce qu'elles sont si faciles ou est-ce qu'elles sont difficilement accessibles et utilisables dans le système de santé? Alors plutôt difficilement accessibles et utilisables parce que d'une part, elles ne sont pas stockées au même endroit, donc il faut essayer de les rassembler et aller les chercher individuellement. Et en plus, elles ne sont pas nécessairement structurées de la même manière dans chaque structure, ce qui complexifie son usage. Et le dossier Santé Québec, par exemple, n'est pas forcément utilisé par les professionnels, alors que ce serait l'essence même de permettre un partage ensuite des données de ce dossier. Je vais te garder pour la question suivante, puisque ça fait référence à ta présentation avec Anne-Sophie Hulin. Donc, justement, vous avez pris comme exemple, là, dans votre étude, plusieurs plateformes de données de santé. Puis j'aimerais bien savoir comment est-ce que ces données de santé peuvent être en fait, partagées, notamment via ces plateformes, puis quels sont les défis, puis est-ce que tu as des exemples? Alors, au Canada, il existe des plateformes déjà de partage des données de santé, tant à l'échelle fédérale qu'à l'échelle provinciale. Et il y a deux types de plateformes qui existent. Soit elles permettent de faciliter l'accès aux données, puisqu'elles constituent un guichet unique. Donc, elles vont recueillir les demandes par les professionnels et aller chercher les données là où elles se trouvent déjà, donc dans les hôpitaux, à l'assurance maladie, etc. Ou alors, elles vont stocker ces données, récupérer ces données dans ces structures, les travailler justement pour les uniformiser, etc. et permettre un partage plus aisé auprès des professionnels qui en ont besoin. À l'échelle européenne, il y a aussi des initiatives qui existent, en l'occurrence la plateforme européenne des données de santé, qui là va essayer de regrouper un peu les données de santé des 27 pays. Donc là, on a vraiment un défi majeur de coordination sur le plan politique, mais aussi sur le plan juridique, d'harmonisation et d'uniformisation des réglementations qui existent. Merci.
Joanne Collin, dans sa présentation, a vraiment placé la donnée de santé en fait au cœur d'un changement, au cœur d'un shift là, de la sphère médicale à la sphère sociale, qui, entre autres, inciterait des citoyennes, citoyens à produire des données puis à s'en servir. Et puis, ce qui change en fait d'ailleurs la définition de la donnée de santé un petit peu. Est-ce qu'on pourrait y revenir, Jean-Noël ? On devrait totalement y revenir parce qu'on a eu la présentation qui nous disait, notamment avec un projet de loi qui nous dit que la donnée de santé est uniquement celle qui est construite par le réseau de santé, alors qu'on se rend compte rapidement que de plus en plus de données qui vont nous décrire en fait notre état de santé sont produites ailleurs par des outils qui sortent complètement de la sphère de régulation habituelle et connue. Mais cela est lié en fait à la difficulté de définir parce qu'on ne peut pas contrôler. Comment aller faire pour contrôler comme donnée de santé le nombre de pas qu'on fait par jour? Comment faire pour aller contrôler comme donnée de santé notre liste d'achats au supermarché? Ce sont des choses beaucoup plus complexes. C'est l'angle mort aujourd'hui de la réflexion autour de la donnée de santé. Je pense qu'il nous faudra beaucoup d'imagination là, par rapport au futur, parce que de plus en plus de données qui décriront notre santé ne viendront pas des centres et du réseau de la santé, mais de tout notre quotidien en fait, qui va décrire notre état de santé. Donc c'est à revenir, mais je n'ai pas de réponse et je ne pense pas que dans ce colloque, on a pu trancher justement sur cette question de façon définitive. Pour terminer, j'ai encore 2 questions pour ce volet-là, puis je vais rentrer un petit peu plus dans le polémique, on va dire. Une des questions qui a émergé en fait d'une discussion avec Daniel Weinstock, c'est si en fait les données, parce qu'elles entrent sur un certain marché maintenant justement, est-ce qu'il n'y a pas une certaine instrumentalisation en fait de la donnée de santé? Puis Antoine, je t'avais dédié cette question, si tu veux t'en emparer. Oui, ben, la réponse, c'est oui. La donnée a une valeur marchande, puis souvent on la cite comme étant la nouvelle or noir, ben, pas une or noir, mais or bleu, en tout cas, il y a plusieurs noms là-dessus, mais une nouvelle or, une nouvelle manière de capitaliser sur cette nouvelle ressource. On l'appelle souvent une ressource commune. Donc, c'est une des raisons pourquoi il y a autant de questionnements sur les propriétés, la propriété partagée de la donnée, comment qu'on va la valoriser, comment qu'on va on va justement partager le bien commun de cette donnée-là. Donc, oui, c'est effectivement, je pense, l'un des plus grands chantiers de réflexion puis de questionnement qu'on doit ouvrir, à savoir que c'est un certain fait que la donnée est un bien économique. Après, ben, c'est la raison pourquoi il va falloir qu'on en discute et qu'on développe des cadres qui balisent justement ce développement économico-social des données vers quelque chose qui est socialement acceptable, mais aussi qui est bénéfique pour le plus grand nombre, qui partage bien la responsabilité de la donnée entre les différents acteurs là, en société. Donc, oui, effectivement, la réponse, c'est oui. J'ai une toute dernière question, puis ça, c'est une question que j'aimerais bien vous poser à chacun d'entre vous. Vous avez fait un exceptionnel travail de synthèse en répondant à mes questions. Je pense qu'il y a quand même un lien conducteur, puis pour résumer là, cette idée de bien social, de données de santé comme bien social, il y a quelque chose qui est émergé, qui a été répété dans beaucoup d'interventions, c'est cette idée de partage de la donnée de santé comme un geste solidaire, comme une sorte d'altruisme, un geste de solidarité. Et j'aimerais bien entendre votre avis cette fois, moins une synthèse, mais plus votre avis en tant que spécialiste dans chacun de vos domaines respectifs sur cette corrélation entre partage de la donnée de santé et solidarité citoyenne. Est-ce que Doriane, tu voudrais commencer ? Oui, moi je viens avec mon billet un peu de santé publique. Pour moi, la donnée, comme le disait Antoine tout à l'heure, c'est aussi de l'or parce que ça va permettre la prévention et de mieux soigner les personnes. Donc pour moi, personnellement, avec mon biais, il est normal de partager la donnée de santé parce que ça va permettre d'aider les autres. Et donc pour moi, c'est un effort solidaire et c'est contribuer au bien commun. Pierre ? Alors sur le plan juridique, qui est ma spécialité, la notion de partage et de solidarité, elle émane sur la notion d'altruisme de la donnée qui existe actuellement, qui est réfléchie en Europe pour justement cette plateforme européenne des données de santé. Et donc, il y a effectivement cette connotation de solidarité qui existe, mais en réalité, on est sur la solidarité, mais il y a du gagnant-gagnant, parce que si je partage mes données, potentiellement, c'est pour améliorer la recherche, et la recherche me servira ensuite pour améliorer mon soin, ma santé, mes médicaments, etc. Donc, c'est un bon boomerang, finalement. Antoine ?
dans le contexte, on va dire, de mon expertise, j'essaierai de pointer sur un angle mort dans l'idée même de l'altruisme qu'on avance. En fait, l'altruisme, essentiellement, ça devrait être un concept bidirectionnel. Quand on parle de donner nos santé d'un point de vue altruiste, ça veut dire qu'il faudrait aussi qu'on attende quelque chose en retour. Puis en retour, ce n'est pas forcément des données, hein, parce qu'on sait que les données ont une valeur quand on les agrège ensemble. Donc, le retour, en fait, c'est plutôt une certaine protection, un certain soin attribué à la personne qui offre ces données à l'autre. Donc, il y a souvent dans l'altruisme quasiment là, un donner sans condition, alors que ce n'est pas tout à fait ça l'altruisme. L'altruisme, il y a une grosse bidirectionnalité à l'intérieur du concept. Donc, l'altruisme apparaît si tout le monde dans la société le sont, et pas juste en chacun donnant des données à une tierce partie qui les utilise. Cette tierce partie-là qui utilise les données doit le faire pour effectivement le bien de cet ensemble-là, en assurant une certaine protection, sinon l'idée de l'altruisme tombe en lambeaux. Et enfin, Jean-Noël? Alors, je vais être polémique. Premièrement, alors, techniquement parlant, c'est très important parce que de plus en plus, la donnée n'est même pas une utilisation pour quelqu'un d'autre ou plus ailleurs. Elle rentre de plus en plus dans la prise en charge du quotidien. Et les profils des autres vont commencer de plus en plus à nous aider nous-mêmes, à nous prendre en charge, etc. On pourra de plus en plus raffiner, c'est l'espoir qu'on a, notre prise en charge, la santé du quotidien. Donc, même la recherche aujourd'hui, on parle de recherche sensationnelle, on parle d'utilisation secondaire des données, tout ça deviendra potentiellement secondaire parce que ces données-là serviront de plus en plus dans les soins du quotidien. Ça, c'est un point qui apparaît et en fait, ce n'est même plus une question d'altruisme. Là, on est en train d'aller de plus en plus vers quelque chose, c'est la médecine nouvelle qui va se présenter de cette façon. Par contre, j'aime pas beaucoup cette notion d'altruisme quand il s'agit de donner ces données de santé. C'est comme si moi, je décide de ne pas les donner, je suis quelqu'un de méchant. C'est assez... on remet individuellement cette responsabilité vis-à-vis de toute la société par rapport à ce qui serait bien ou pas. Moi, je trouve ça un peu délicat de présenter ça de cette façon. Bien entendu, on comprend, hein, il y a un intérêt global qui apparaît, mais présenter ça comme un altruisme individuel quand il s'agit de donner ces données, voilà, c'est mon point de vue là. Donc, je ne sais pas ce que les autres en pensent, mais je suis très réservé quant à présenter juste que c'est un phénomène d'altruisme de donner ces données pour le bien commun. Sinon, en fait, on est quelqu'un de complètement... Je ne vais pas terminer mon commentaire là-dessus. Merci. Et donc, c'est sur ce point polémique que s'achève cette séance rétrospective en fait, sur le colloque international « Les données numériques en santé, peut-on bâtir la confiance et préserver le bien commun qu'est la santé ?» Pour rappel, ce colloque a été organisé par l'OBVIA, puis s'est tenu ces 17 et 18 novembre 2022 à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec à Montréal. Merci beaucoup à nos invités, Jean-Noël Nikema, Antoine Boudreau-Leblanc, Doriane Etienne et Pierre Legros. Et merci à vous aussi d'avoir assisté à ce colloque, puis d'avoir participé à l'enregistrement de cette vidéo de synthèse et vulgarisation. Merci. Merci beaucoup, Oriane. Merci, chers panélistes. C'était un exercice périlleux. Merci à ceux qui sont restés. Yeah! Est-ce que vous voulez poser des questions? Je sais qu'on n'a pas eu le temps de prendre une question pour Daniel. Je veux juste vérifier. Je ne veux pas couper la parole à qui que ce soit. Oui? J'aurais une question qui rebondirait un peu sur le tout dernier sujet, c'est-à-dire que tout le long du colloque, on a parlé beaucoup de la réalité des données, de l'intelligence artificielle au Québec, dans le contexte où on sait qu'il existe des organisations comme AI for Humanity qui agissent sur une scène plus globale. Comment le Québec, selon vous, et tout ce qui a été discuté ici en fin de semaine, se situe dans un contexte global où les entreprises, les grands acteurs sont des multinationales, sont des entreprises mondiales et qu'il y a un effort de plus en plus, on le voit, il y a une privatisation de absolument tout qui se fait à mesure qu'on évolue. Et comment vous voyez la place du Québec et tout ce qui a été dit ici en fin de semaine, les 2 derniers jours? Donc, on va prendre rapidement soit Daniel ou... Non, OK. Jean-Noël, très rapide.
Alors, je pense que le problème n'est pas seulement que l'IA, hein, c'est un peu partout. Le numérique, il n'y a que des grands acteurs qui se présentent. L'IA, des modèles, ce n'est que ceux qui peuvent être entraînés, c'est seulement Google qui peut le faire. C'est seulement... on a ce problème un peu partout en technologie, il faut avoir du recul. Alors, tout le monde doit penser sa place dans ce qui est en train de se passer là. Il y a des grands changements, il y a des investissements que des pays même ne peuvent pas faire pour rattraper le retard. Donc, je n'ai pas de solution magique, mais je sais que c'est un problème et le Québec sait que c'est un problème et certainement, tous ensemble, on devra réfléchir à cela, là. Mais c'est un problème partout, au-delà de l'intelligence artificielle, mais ça prend tout ce qui est numérique et tout ce qui est informatique aujourd'hui. Ouais. Merci beaucoup.